Bonsoir à tous. Benoît Hamon est le grand vainqueur de la primaire de la gauche. C'est la revanche du frondeur. Le PS est-il mort? Est-il condamné à jouer les seconds rôles? Corinne Narassiguin, la porte-parole du Parti socialiste, est l'invitée d'Outre-mer Politique. Bonsoir Corinne Narassiguin. Bonsoir. Alors, durant toute la campagne, vous n'avez pas pris position pour tel ou tel candidat. Aujourd'hui, il va falloir se lancer. C'est l'heure du rassemblement. Absolument. Est-ce que vous soutiendrez sans état d'âme le gagnant? Oui, bien sûr. C'est le principe même de la primaire. Moi, j'étais tenue à une obligation de neutralité publique et médiatique pendant la campagne en tant que porte-parole du Parti socialiste. C'était tout à fait normal, donc je me suis astreinte à le respecter. Maintenant, je peux le dire, moi, je le dis sans aucun problème, j'ai voté pour Manuel Valls aux 2 tours de cette primaire, mais bien sûr, je serai derrière Benoît Hamon pour cette campagne présidentielle parce que c'est le sens de la primaire et c'est le respect des 2 millions d'électeurs qui sont venus voter dimanche. Alors, à propos de principe, il y a un principe dans cette émission. Nous vous demandons à l'invité de venir avec une photo qui illustre son rapport à l'outre-mer. Et à l'inverse, nous lui proposons une photo. C'est la rubrique Vision croisée. Et vous, Corinne Narassiguin, c'est un portrait de Paul Vergès que vous avez choisi de nous présenter. Paul Vergès, fondateur du Parti communiste réunionnais, sénateur, mort récemment, donc au mois de novembre. Alors, Paul Vergès était l'homme fort de la Réunion, mais il a été aussi très dur avec le Parti socialiste réunionnais. Oui, absolument. Je crois que je l'ai choisi parce que je crois que c'est quelqu'un qui représente beaucoup de contradictions de la politique en Outre-mer et en particulier de la Réunion, puisque j'y suis particulièrement attachée. C'est celui qui a construit la gauche à La Réunion au départ. C'est vrai qu'il y a eu des différends extrêmement marqués avec le Parti socialiste. Mais c'est aussi quelqu'un qui a ce parcours contrasté, quelqu'un qui était à la fois capable d'être un incroyable visionnaire, qui a développé cette idée que les Réunionnais devaient se construire aussi par eux-mêmes, trouver leurs propres ressources de développement économique endogène, et en même temps qui était capable des manipulations politiciennes parfois les plus sombres. Et donc c'est un personnage très contrasté, à l'image, je crois aussi, de la difficulté qu'on continue à avoir à La Réunion, mais pas seulement dans les Outre-mer en général, entre la nécessité de revendiquer d'être des Français à part entière et en même temps d'être aussi des Français entièrement à part. Alors justement, nous, la photo que nous avons choisie pour vous, c'est l'image que nous proposons, c'est un cliché de l'astronaute Thomas Pesquet, la Martinique vue de l'espace. Ça pourrait être ce que voit aujourd'hui le PS, c'est beau, mais c'est loin. Oui. Et puis on voit aussi peut-être quelques nuages de contestation. Alors j'ai choisi la Martinique, mais ça aurait pu être la Réunion, la Nouvelle-Calédonie. Je suis martiniquais, donc forcément j'ai choisi mon île. Alors je vous écoute. Oh, c'est une très belle image, mais moi ça me fait penser à cette idée que justement les Outre-mer, c'est aussi le poste avancé de la France à travers le monde. Mais c'est aussi très loin en termes de vision. Oui, c'est très pour la loin. Politique nationale. C'est à la fois très proche et très loin, c'est-à-dire qu'on y retrouve beaucoup des mêmes problématiques qu'on voit en France métropolitaine, et en même temps, chaque territoire, chaque département, chaque collectivité d'outre-mer a ses spécificités, a ses potentiels et ses difficultés dans sa région, et en même temps, c'est une source encore de potentiel souvent bien trop inexploité, de nouvelles ressources pour la France tout entière, parce que c'est grâce aux Outre-mer qu'on est le 2e territoire maritime mondial. Rappelez l'enrichissement des Outre-mer. Alors, la parole maintenant est à la jeunesse, c'est l'enquête Génération Watt. On ne parle pas beaucoup de l'égalité homme-femme durant cette campagne présidentielle, et pourtant il y aurait beaucoup de choses à dire. Voyons ce qu'en pensent les jeunes ultramarins. En France, on est encore loin de l'égalité homme-femme, d'accord ou pas d'accord? D'accord. On a vraiment encore du mal à établir cette égalité-là entre les hommes et les femmes. Ça se ressent vraiment autant dans le côté professionnel ou bien dans la vie de tous les jours. À l'entretien d'embauche ou en signant le contrat, la femme elle a un salaire qui est inférieur à celui de l'homme. Donc on ne peut pas parler d'égalité homme-femme tant qu'on n'aura pas réglé ce sujet-là. Donc elle est devenue encore pire. Non, encore pire, t'abuses. Non, c'est vrai. Les problèmes sont différents. Non, vraiment, c'est beaucoup plus marqué, je trouve. Oui, mais il y a une égalité, mais elle est beaucoup plus marquée parce que la société elle est jeune. On essaye de s'en rapprocher,
On essaie d'avoir l'air de se rapprocher, mais on ne peut pas dire qu'on la détient encore parfaitement. On va y arriver, on y arrive. Là, ça commence à changer. Tu veux. Mais ça va Ça va venir. On sera à égalité quand il y aura un président femme, présidente. Alors, changement en douceur, vous partagez ce que disent les jeunes? Oui, tout à fait. Je crois qu'on a fait des progrès en France métropolitaine et dans les Outre-mer, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. On sait bien qu'il y a encore des écarts de salaire qui sont très importants. Il y a une étude qui a été faite par France Stratégie il y a quelques mois qui montre que la première discrimination dans le monde du travail, c'est le sexisme, ensuite le racisme. Et donc, on sait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. En politique, c'est flagrant. Le sexisme est encore très fort. Ça vous a motivé dans votre engagement populaire, dans votre engagement politique? Oui, bien sûr. Être socialiste, c'est un féminisme. C'est la gauche qui a quand même fait le plus pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans ce pays. Je crois qu'il faut continuer à le revendiquer. C'est un combat qui continue. Et quand on voit Donald Trump qui a été élu alors qu'il y a eu beaucoup d'autres problèmes, mais aussi des propos misogynes, la question des agressions sexuelles qui a été mise au cœur de la campagne et qu'il a gagné quand même, on voit bien qu'on n'est pas à l'abri de recul. Quand on voit ce qui se passe sur les discussions sur l'IVG en France, on voit bien aussi que le droit des femmes reste menacé. Et donc c'est un combat de tous les jours et qui est particulièrement fort aussi, je crois, dans les Outre-mer parce que il y a peut-être encore des familles nombreuses, un peu plus qu'en métropole en moyenne, même si ça commence à se rattraper maintenant. Et ça veut dire que la question du partage des tâches familiales, par exemple, est plus importante, la question des femmes seules. On va justement revenir sur la famille, c'est l'un de vos mots. Et justement, on va partir maintenant dans la partie plus débat politique de cette émission, en accueillant sans plus tarder Célia Cléry. Bonsoir Célia. Bonsoir Corinne Narassiga. Alors, on a vu vos mots, Corinne Narassiga. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de vos photos. Maintenant, les mots. Et votre mot à vous, c'est diversité, diversité au pluriel. Oui. Alors, quel mot, diversité? Donc, pourquoi cette diversité? Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, j'ai voulu dire, j'ai choisi diversité au pluriel spécifiquement parce que pour moi, les Outre-mer, et je crois pour les socialistes, on l'a montré sur le travail qu'on a pu faire sur l'égalité réelle. Et dans les projets qu'il y a eu des candidats, que ce soit de Manuel Valls et de Benoît Hamon, c'est la reconnaissance de la diversité qu'apportent les Outre-mer à la France. Par la diversité de ses territoires, par la diversité de sa population, mais aussi la diversité des Outre-mer entre elles. Et les diversités géographiques, les diversités économiques, de situation économique, d'histoire aussi. Et tout ça, ça fait partie de l'histoire de la France. Ça l'enrichit. Et ça pose des problèmes particuliers, mais c'est aussi une source de richesse phénoménale qu'il faut beaucoup mieux intégrer. Je crois qu'il faut penser beaucoup plus systématiquement aux Outre-mer, non pas à la fin des projets de loi en rajoutant les 2-3 articles qui sont spécifiques aux Outre-mer, mais au contraire de manière stratégique depuis le départ, quand on conçoit une politique pour l'écologie, quand on conçoit une politique pour l'indépendance énergétique, quand on conçoit une politique économique de commerce extérieur, on devrait penser beaucoup plus à cette diversité qu'apportent les Outre-mer à la France. Alors, nous, le mot que nous avons choisi pour vous, c'est le mot famille. On va parler justement encore avec la famille de diversité. Alors, on sait que c'est un sujet qui vous tient très à cœur. On vous a vu très en pointe lors du mariage pour tous. C'est vraiment important. Oui. C'était essentiel. Bien sûr, la famille, c'est un lieu de solidarité, c'est un lieu de structure dans notre société. Et reconnaître la diversité des familles aujourd'hui, l'évolution de la société par rapport au regard qu'on porte sur les familles, au fonctionnement même des familles, c'est extrêmement important pour la cohésion sociale, pour aussi l'émancipation de chacun, des individus, pour le progrès de l'égalité entre les hommes et les femmes, pour bien sûr... Oui. Je vous coupe parce qu'il y a la famille dont vous parlez, puis il y a la famille politique aussi, c'est celle-ci aussi qui nous intéresse. Alors on connaît maintenant le candidat du Parti socialiste, de la gauche, de la Belle Alliance, Benoît Hamon. Comment vous allez faire pour intéresser les électeurs ultramarins et pour les mobiliser, sachant que la majorité d'entre eux ont voté pour Manuel Valls?
Je crois que déjà, il faut distinguer la primaire de l'élection présidentielle en tant que telle, parce qu'en particulier dans les Outre-mer, on voit que la participation est très faible. C'était déjà le cas aussi en 2011 en comparaison de la c'est une sanction, cette en comparaison faible de la participation. pour vous Non, je pense que c'est simplement parce que c'est plus compliqué de faire vivre la campagne de primaire en Outre-mer, parce que c'est plus éloigné, c'est plus difficile pour tous les candidats de se déplacer. Et puis, il y a le décalage horaire qui... Puis il y a aussi peut-être l'absence de relais locaux aussi, peut-être. Oui, il peut y avoir plus de difficultés, effectivement, pour tous les candidats à avoir des relais locaux. Je sais que la question du décalage horaire pour regarder les débats en direct, c'est quand même un problème. À La Réunion, là, cette fois-ci, ça s'est déroulé en pleine vacances scolaires. Donc, voilà, il y a des choses qui expliquent que... Mais on voit, par exemple, que si La Réunion, on a vu Benoît Hamon arriver... en tête dans la logique du premier tour, c'est grâce beaucoup au vote à Saint-Joseph. Ça veut dire que quand il y a un élu local qui était au premier tour pour Arnaud Montebourg et qui fait beaucoup campagne, il y a de la mobilisation et c'est ça donc qui tout n'est pas fait le perdu vote. pour les Outre-mer. Et donc, je crois que l'intérêt pour la campagne présidentielle, les campagnes présidentielles, les Outre-mer ont toujours eu un rôle important dans toutes les campagnes présidentielles, et en particulier à gauche. Patrick Le Breton, il est un petit peu en dissidence en même temps que le Parti socialiste, en rentrer trop dans les arcanes de la politique réunionnaise. Mais je crois qu'aujourd'hui, la primaire change la donne. Déjà, il s'était mis en retrait du Parti socialiste à un moment donné, c'est vrai, notamment pendant la campagne des élections régionales, mais le fait qu'il ait choisi de revenir dans le cadre de la primaire, derrière Arnaud Montebourg d'abord, puis derrière Benoît Hamon, montre bien qu'il est revenu dans la famille. Voilà. Elle existe toujours. Vous auriez aimé que François Hollande, vous l'aviez dit dans une interview à l'Opinion en novembre 2016, participe à cette primaire. Je crois que c'était son choix. Pour moi, il y avait une logique à ce que ce soit le président sortant qui, à la fois, défende son bilan, mais aussi explique aux Français comment il veut construire sur ce bilan pour un nouveau mandat, un nouveau projet. Mais je crois aussi qu'on était arrivé. Je comprends sa décision de ne pas se présenter dans cette primaire parce qu'il y avait un Hollande bashing qui avait atteint un niveau de toxicité qui était au-delà de toute rationalité, qui d'ailleurs s'est arrêté immédiatement dès qu'il s'est retiré, et qui a permis, je crois, d'avoir pendant cette primaire un débat de qualité. Alors, Corinne Narassiguin, on a le sentiment néanmoins que la fracture idéologique existe véritablement à gauche. Certains n'hésitent pas à parler de la fin de la gauche du gouvernement. Écoutez la question de notre confrère de Réunion Première, Jean-Régis Ramsamy. Chère madame, en 2012, La Réunion a voté à hauteur de 70% pour François Hollande. Et c'était là un chiffre national, un record. Pourtant, pendant le quinquennat, beaucoup de Réunionnais ne se seraient pas retrouvés. Est-ce que le président de la République n'a pas commis là une erreur? Alors, erreur de François Hollande ou pas? Je crois qu'il y a beaucoup de critiques qui ont surgi durant le quinquennat sur ce qu'on n'a pas réussi à faire. Il y a un désamour des Outre-mer avec François Hollande, avec le Parti socialiste. Je crois que peut-être pendant cette campagne présidentielle, quand on pourra mieux mettre en valeur tout ce qui a été réalisé pour les Outre-mer, on a quand même... Le chômage reste très élevé, mais on a fait quand même beaucoup de travail pour le faire baisser. Tous les minima sociaux ont été relevés, y compris dans les Outre-mer. Et le projet pour l'égalité réelle est un projet extrêmement ambitieux. Et donc, je crois que c'est toujours la gauche qui a permis d'améliorer la situation économique et sociale dans les Outre-mer. Et je pense qu'au fil du temps, ça sera reconnu. Mais on verra si l'histoire rend justice selon vous à François Hollande. Contrasté aux yeux de tous. En attendant, il faut qu'on parle de votre candidat, Benoît Hamon, et de son programme pour les Outre-mer. Alors, il n'a pas encore détaillé complètement son programme pour les Outre-mer, mais il a fait quelques propositions. On en a retenu 2. Une politique économique de la mer, et il souhaite aussi limiter le nombre d'élèves à 20 par classe, notamment en CP, CE1, CE2. Est-ce que ces mesures, finalement, elles sont bonnes pour les Outre-mer? Parce qu'elles n'ont rien d'original, notamment sur la politique de la mer. C'est ce que proposent tous les candidats du Front National. Oui, c'est d'ailleurs plutôt une bonne chose globalement que cette question d'intégrer les Outre-mer dans la politique de la mer soit enfin mise sur la table, parce que c'est quelque chose que les ultramarins
qu'on prenne depuis longtemps. Mais c'est pas révolutionnaire. Donc effectivement, c'est bien que ce soit quelque chose de consensuel à travers toutes les tendances politiques aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a d'autres choses sur la question de l'autosuffisance énergétique et alimentaire dans le projet de Benoît Hamon, qu'on retrouvait aussi dans le projet de Manuel Valls, qui voilà. Donc je pense qu'il y avait peut-être plus de choses, plus de mesures dans le projet de Manuel Valls qui pourront devenir des sources d'inspiration aussi. Benoît Hamon va reprendre des mesures de Manuel Valls. Mais je crois qu'il y a un travail à faire, puisque maintenant il y a un travail de rassemblement, et que sur le fond, il n'y a pas de désaccord fondamental entre les deux candidats sur la politique à mener dans les Outre-mer. Et donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas enrichir le projet de Benoît Hamon en partant de celui aussi de Manuel Valls. Alors, avant d'enrichir le projet de Benoît Hamon, je vous propose de revenir sur celui, il y a 5 ans, de François Hollande. Dans son programme, il y avait 30 engagements pour les Outre-mer, la lutte contre la vie chère, pour inaugurer, vous l'avez dit, son mandat, et l'égalité des réels pour le chlore, qui est en train de se débattre actuellement. Alors, pourtant, quand François Hollande ne se représente pas en Martinique, eh bien, pas l'ombre d'un regret de la part des citoyens. Écoutez-le. Ça m'a surpris un peu, parce qu'un président qui ne se représente pas, on n'a pas encore vu, C'est la décision la plus sage. Pourquoi? Eh bien, par rapport à son échec. Et François Hollande avait déjà perdu sa cote de popularité. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Je dis que c'est vraiment la bonne décision. Et vraiment. Merci beaucoup. C'est un homme très intelligent. Ce qu'on subit depuis quelque temps, on semble bien qu'il n'est pas à la hauteur. Je m'en fous, François Hollande, franchement, en maintien, c'est pas lui qui me donne à manger, alors... Merci beaucoup François Hollande de nous rendre ce service. Voilà. Cruel, les électeurs martiniquais, pas reconnaissants sur ce qu'il a fait sur son travail? Je crois que c'est toujours plus facile de se rappeler de ses déceptions ou de ce qu'on a mal compris ou de ce qu'on aurait voulu voir faire ou de ce qui a peut-être même été mal fait que de voir. On a toujours plutôt tendance à prendre, c'est la nature humaine de prendre pour argent comptant ce qui va bien. Mais je crois qu'aujourd'hui on est déjà, et je crois que c'est la primaire l'a montré, qu'on n'est plus déjà dans la question du bilan de François Hollande. Qu'on est déjà dans la question de la projection sur le prochain mandat. Mais il y a quand même un mea culpa de la part du Parti socialiste sur ce malentendu peut-être qu'il y a eu avec les Outre-mer pendant ce quinquennat, notamment sur les questions sociétales. On vous a vu en pointe, comme le disait Thierry, sur le mariage pour tous. Au moment de la déchéance de nationalité, vous aviez proposé qu'on crée un ministère de la discrimination. C'est ce que vous aviez évoqué. Est-ce que ça veut dire que finalement vous n'étiez pas d'accord avec tout et vous faites vous aussi un espèce d'inventaire à la Jospin? Moi, j'ai toujours dit, quand j'avais des désaccords, même en tant que porte-parole du Parti socialiste, mais j'ai toujours été dans une critique constructive. Ça a toujours été mon état d'esprit. Et donc, effectivement, j'ai dit qu'on ne donnait pas encore suffisamment la priorité à la lutte contre les discriminations. Ce n'était pas spécifiquement en rapport, d'ailleurs, avec la question de la déchéance, qui, pour moi, est une question différente, une question à part. J'ai aussi... dit qu'on était, parce que c'est une question sur le terrorisme, moi j'avais dit au moment où la première version du projet de loi était sortie que la stigmatisation des binationaux était absolument insupportable et inacceptable, et que si une mesure doit s'appliquer à des terroristes reconnus coupables, elle doit s'appliquer à tous, qu'ils soient mononationaux ou binationaux, plurinationaux. Donc voilà, donc j'avais été très claire là-dessus. Je pense que la question de la lutte contre les discriminations, c'est effectivement une question qu'on a traitée dans ce quinquennat, mais de manière trop disparate, trop hachée, en silo. C'est pour ça que vous souhaitiez un ministère qui regroupe toutes ces questions. Exactement. Je crois qu'on a fait cet effort en créant la DILCRA d'abord, puis avec la création du secrétaire d'État à l'égalité réelle, même si malheureusement il n'a pas survécu plus de quelques mois. Je pense qu'on avait déjà il y a eu une prise de conscience dans la fin de ce quinquennat de la nécessité de consacrer plus de temps et plus de moyens à une politique plus cohérente en matière de lutte contre les discriminations. Mais je pense qu'il faut effectivement aller plus loin et que ça concerne aussi les ultramarins en Outre-mer et en métropole. Autre chose, vous avez dit que le 49.3, l'utilisation du 49.3, c'était la faute des frondeurs. Aujourd'hui, vous allez parler avec un frondeur. Donc, comment est-ce qu'on vit ça? Vous le pensiez vraiment que c'était la faute des frondeurs à ce moment-là? C'était défendre votre candidat? Vous l'aviez dit dans une interview radio? Moi, je pense qu'on a eu, dans le débat sur la loi travail, on était dans une phase de bras de fer
qui était à la limite du rationnel. Mais la primaire aussi, c'était une phase de bras de fer qui était à la limite du rationnel. Non, la primaire, on a vu qu'on avait des débats de grande qualité où chacun était capable de montrer ses différences tout en aussi reconnaissant ses convergences. Et qu'au final, ces convergences sont plus importantes que ces différences. Mais dans le débat autour de la loi travail, je crois qu'à la fin, oui, on avait une fronde qui était dans une logique où il fallait absolument acculer le gouvernement ou à abandonner la loi ou à la passer au 49.3. Et vous croyez vraiment que quels que soient les compromis qui étaient proposés. Et donc ça, je pense qu'aujourd'hui, on a passé cette phase-là. Le rassemblement, il est fait pour vous? Parce qu'à vous entendre, finalement, non, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de bataille entre Manuel Valls et Benoît Mais bien sûr, Hamon. il y en a eu une. Et bien sûr que le rassemblement qu'il va falloir opérer dans les jours qui viennent ne sera pas totalement naturel, qu'il y aura des efforts à faire des deux côtés. Et que c'est d'abord à Benoît Hamon, puisque c'est lui qui l'a emporté, de dire comment il veut opérer ce rassemblement. Et que c'est la responsabilité de ceux qui soutenaient Manuel Valls et les autres candidats qui ont été éliminés, d'être à l'écoute et d'être aussi en capacité de faire cet effort de rassemblement. Mais, vous craignez les fuites vers le camp d'Emmanuel Macron, comme on dit? Oui, bien sûr, et je crois que ça arrive. Les départs, en tout cas. Ça arrive déjà, c'était arrivé déjà même avant la primaire. Donc oui, bien sûr, il y a cette question qui est sur la table. Mais moi, je crois que la question de cette présidentielle, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de duel Fillon-Le Pen au deuxième tour. Et donc cette question-là, ça veut dire comment est-ce qu'on trouve le chemin du rassemblement. Et pour moi, le chemin du rassemblement, il nous a été montré par les 2 millions d'électeurs qui se sont déplacés dans la primaire, qui ont dit... Parce que pour vous, c'est la réponse, les 2 millions. Parce que les suffrages, c'est quand même beaucoup plus solide que n'importe quel sondage, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, les sondages, c'est pas tout à fait fiable aujourd'hui. Alors, je vous propose maintenant, vous avez répondu aux questions de Célia Cléry, on va maintenant avancer, et les interrogations ne manquent pas sur le programme politique des socialistes. Que dit la société civile ultramarine? C'est la question Skype. Et cette question, elle est posée ce soir par un jeune Wallisien, Jimmy Fakaouliafa, consultant en entreprise, qui vous interpelle sur le droit coutumier. On l'écoute. Il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où le préfet Renouf avait officialisé un roi qui appartenait au camp des Républicains, toute la chefferie qui était du Parti socialiste s'est sentie un peu lésée. Parce que normalement, l'État, si on reste bien dans l'esprit du statut de 1961, c'est que l'État ne devait pas s'immiscer dans les affaires coutumières. Est-ce que le Parti socialiste n'aurait pas mieux fait de tenir compte de la coutume sur Wallis-et-Futuna? Alors, le droit coutumier, est-ce que les socialistes devaient entrer dans cette polémique? Je crois que la question du droit coutumier, en général dans les Outre-mer, que ce soit à Wallis-et-Futuna ou même... en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est aussi valable. Voilà. Est-ce qu'il fallait s'insérer dans... Je crois que... oui, puisqu'il n'y a pas de raison que les socialistes n'aient pas leur mot à dire et n'affirment pas leur position. Mais je comprends à quel point ce sujet est sensible et que ça reste toujours une discussion, ça doit rester un dialogue permanent sur l'équilibre à trouver entre le degré d'autonomie de ces territoires et le fait qu'ils font partie de la République et que la République est une et indivisible. Voilà. Est-ce que c'est pas ça le défaut, le manque de dialogue permanent entre les deux parties, entre d'un côté les légitimistes et puis de l'autre côté la coutume? Oui, c'est vrai. Je pense que peut-être justement parce qu'il faut pouvoir faire vivre ce droit coutumier dans la République sans qu'il y ait des contradictions flagrantes, il faut qu'il y ait effectivement un meilleur dialogue en continu. Et je pense qu'on a effectivement des efforts encore à faire là-dessus. On n'a pas toujours été bon. Alors, la primaire de la Belle Alliance populaire a bien été évidemment suivie outre-mer, mais pas forcément avec le même regard, vous l'avez dit. C'est le moment de passer au panorama politique avec Laurence Théatin. Bonsoir Laurence. Bonsoir Thierry. Alors j'ai envie de dire que ces primaires ont été suivies et montré le révélateur des forces de gauche qui étaient en présence dans les territoires concernés. Oui, et la première révélation, c'est qu'il y a des électeurs socialistes
à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Wallis et Futuna. Et eux n'ont pas pu voter à cette primaire. Vous leur dites quoi à ces citoyens? Oui, on a tout essayé. C'est vrai que c'est compliqué parce que pour pouvoir organiser des bureaux de vote, il faut avoir une organisation sur place qui assure qu'on ait des bénévoles et des personnes de confiance qui peuvent tenir ces bureaux de vote dans de bonnes conditions sans qu'il y ait de contestation possible sur le bon déroulement du vote. Et malheureusement, il faut bien dire que c'est vrai qu'on a un parti socialiste qui a perdu des militants, y compris dans les Outre-mer et dans ces territoires où on n'a pas de parti socialiste très construit. Donc c'est vrai que c'est un regret qu'on n'ait pas pu avoir des bureaux de vote aussi dans ces îles des Caraïbes. Alors revenons sur le premier tour. Les Outre-mer avaient déjà choisi Manuel Valls. Saint-Pierre-et-Miquelon avait fait exception. Une participation plus élevée qu'en 2011 et même plus forte que pour la primaire de la droite. Et c'est la candidate du PRG, Sylvia Pinel, qui est arrivée en tête. Le PRG, le parti de l'enfant du pays, la ministre de la fonction publique, Annick Girardin. Et La Réunion, elle, a voté derrière le député Patrick Le Breton. Fâché avec le PS, fâché avec le groupe PS de l'Assemblée nationale et qui a tout de même réussi dans sa commune à amener la moitié des électeurs réunionnais de la primaire vers Arnaud Montebourg et cette fois vers Benoît Hamon, environ un tiers. Alors vous dites quoi? Vous dites bravo ou et le PS? Vous faites quoi? Ou ça vous inquiète? Je pense que ça va effectivement poser question à la fédération du Parti socialiste réunionnais sur la question du travail de mobilisation qu'il faudra savoir faire à l'avenir sur la totalité de l'île. On dit PS de la ville, PS de la campagne. C'est ça. Mais non, parce qu'il n'y a pas que Saint-Joseph, c'est pas juste la campagne. Oui, l'opposition est quand même un peu là. Et donc, je crois que on voit bien effectivement qu'il y avait un député maire particulièrement motivé à marquer son existence et son influence dans l'île et qui, peut-être justement à cause de ça, à cause de cette position très particulière qu'il a à La Réunion, a décuplé les forces pour mobiliser plus qu'ailleurs. Mais je pense que, voilà, on a en plus, je le disais tout à l'heure, il y avait un souci un petit peu sur le calendrier à La Réunion, puisque c'est en fin de vacances scolaires. Ce qui rendait les choses un peu plus difficiles. On avance. Alors, en Martinique, le parti de Serge Letchimy, le parti progressiste martiniquais, était à la tête du comité de soutien de Manuel Valls et non la fédération du Parti socialiste. Et le PPM n'avait pas exclu de soutenir un autre candidat en cas de défaite de Manuel Valls. On écoute. Il y aura une évidente demande de notre part, des exigences, effectivement, pour que le projet Outre-mer soit porté par le candidat de la gauche. Ça ne peut pas être autrement. D'abord, nous ne sommes pas derrière un candidat pour être derrière un candidat. Et je vous propose d'écouter l'ancien ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, et actuel secrétaire national du PS chargé des Outre-mer. Moi, je crains une déperdition du parti, je le dis. Je crains une déperdition du groupe des députés et du groupe des sénateurs, qui irait, disons, ailleurs. Alors, réaction? Non, mais c'est une crainte réelle et fondée. Mais je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à travailler au rassemblement. Et que je comprends les déceptions les soirs de défaite. Mais je pense qu'après, il faut apprendre à les surmonter et voir aussi ce qu'est l'intérêt collectif de la gauche, parce qu'une gauche qui arrive complètement divisée, qui casserait d'elle-même la dynamique de rassemblement qui a été enclenchée derrière Benoît Hamon, c'est une dynamique très positive par la réussite finalement de ce deuxième tour de la primaire. Je crois que ça garantirait l'échec total de la gauche à la présidentielle. La disparition de tous les électeurs, de tous les candidats pouvant se réclamer de la gauche dès le premier tour de l'élection présidentielle. Merci Laurence. Merci, oui, on est pressé par le temps. Nous sommes pressés par le temps. On va aborder justement la dernière séquence de l'émission. Depuis la Martinique, l'auteur de la BD à succès, Georges, toujours disponible dans les bonnes librairies, François Gabour, nous écoute attentivement et découvrons ensemble son dessin. Alors, le dessin de François Gabour, c'est votre candidat, Manuel Valls. Tête à claque, je me casse aux Antilles-Guyane. Non, il va vraiment faire campagne pour Benoît Hamon.
à son tour. C'est vraiment le rassemblement qui va se mettre en place. Mais il l'a dit dans son discours sur le fait qu'il respectait totalement les principes de la primaire et que, bien entendu, tous les socialistes devaient être rassemblés derrière celui qui l'a emporté, c'est-à-dire Benoît Hamon. Il a aussi dit qu'il avait besoin de prendre quelques jours de repos et de se mettre en retrait. Mais oui, bien sûr, je crois que Manuel Valls et la fracture idéologique, elle sera toujours. Manuel Valls et Benoît Hamon sont des compagnons de route dans le Parti socialiste depuis très longtemps. De rocardiens qui ont eu qui ont pris des chemins différents, mais qui ont beaucoup en commun, qui se respectent, qui sont deux personnes qui se connaissent bien. Et Manuel Valls est quelqu'un de loyal à son parti. Merci Corinne Narassiguin. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Prochain numéro d'Outre-mer Politique le 13 février. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention et de votre fidélité. Bonne soirée sur nos antennes.